Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast du Monday Meeting. Qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est tout simplement la réunion d'amis entrepreneurs qui vont parler de leur expérience, de leur vécu, de leur parcours et vous allez découvrir toutes nos aventures respectives au fur et à mesure de ce podcast. Pas toutes. Presque toutes. On est déjà à l'épisode numéro 3. Et, est-ce que tu es sûr? Ça y est, je suis sûr, je suis obligé de compter. Ok. Mais donc, vous avez déjà eu 4 épisodes, 3 premiers épisodes, et puis vous allez écouter donc le 3e, qui pour moi est le 4e, mais c'est le troisième quand même. C'est le 3e quand même. Mais on s'est déjà présenté pour la plupart, donc je suis accompagné de Félix. Ouais. Je suis accompagné de Sergio. Salut. Et moi-même Vincent. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux car nous avons un des membres du Monday Meeting supplémentaire. L'un de ceux qui s'est exporté il y a déjà quelques années. 3 ans. Voilà, 3 ans. Déjà 3 ans en janvier. Ouais. Wow. Aussi... Ça va vite. Qui s'est exporté sur un autre continent qu'on a déjà nommé. Et aujourd'hui, il est là en chair, en os, derrière notre micro. Antoine, bienvenue mon ami. Salut, bonjour à tous, bonjour Sergio, bonjour Félix et bonjour Vincent. Impeccable, le gars est là, il est rodé. C'est bon. Ah, ça fait plaisir de t'avoir parce que le Monday Meeting, on l'a connu sous une forme qui était pour nous plus ou moins informelle, officieuse et ça ne concernait que nous. Et puis on s'est dit qu'en fait, tu vois, à travers tous les échanges qu'on a pu avoir, il y a tout un tas d'expériences, tout un tas d'échanges qui méritaient d'être à minima enregistrés et puis au mieux d'être transmis à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Et du coup, on a démarré cette démarche-là un petit peu dans notre coin, sans trop vous avertir, en se disant que ce serait vachement mieux de vous avertir quand on vous donnerait un micro. Donc bienvenue. Il y a quand même une petite histoire de copyright à parler là quand même. Ouais. Bon, de toute façon, pour l'instant, c'est pas diffusé et ça sera peut-être jamais diffusé. Donc pour l'instant, on enregistre et puis on verra. Voilà. Donc si on est sur la transmission, c'est qu'on a réussi à passer ce cap-là et que donc on est bon. Okay. Mais écoute Antoine, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Plaisir plus que partagé. Et puis je pense qu'on n'aura pas d'histoire de copyright puisqu'on l'a dit en introduction dans l'épisode 0, 1 et 2. À la base, c'est quand même une réunion d'amis. Ah, c'est vrai. Concentre-toi, Antoine, concentre-toi. Le côté businessman. Mais c'est important parce qu'en effet, mais je pense qu'on l'abordera dans un autre épisode dont ce sera sûrement le thème. Mais comment l'amitié et le business peuvent se conjuguer. Et puis ouais, c'est une bonne thématique. Mm-hmm. On verra ça. Mm-hmm. Ça fait beaucoup de thématiques qu'on met de côté là. Ça veut dire quoi? Il faut faire combien d'épisodes en tout là? Ouais, moi, je suis parti sur plus de 300, mais après, c'est peut-être un peu ambitieux, tu vois. Légèrement. Mais en tout cas, moi, je pense que tant qu'on a des choses à dire, tant qu'on a des choses à se dire, ça mérite d'être enregistré. Et puis, comme tu dis, Sergio, au pire, c'est pété, on diffuse pas. Allez hop, ça c'est réglé. Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire là, par rapport à amitié et business. Ouais. Moi, pour ma part, c'est complètement lié. C'est complètement lié parce que je pense que sans les membres autour de cette table, je ne pourrais pas m'appeler businessman aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Okay. Ça a été la genèse en fait de mon aventure entrepreneuriale, étroitement liée à vous en fait. Ok. Étroitement liée à vous, en particulier, je dirais Sergio et Charles. Et ça se traduisait sur le Monday Meeting. Ouais. Voilà, c'était le début de l'aventure et écouter les échanges parce que moi au début, je m'en rappelle au tout début, j'étais là plutôt en tant que spectateur ou auditeur ou intervenant entre guillemets. Et c'est à travers justement en voyant les exemples de Serge et de Charles que je me suis dit bah ouais, pourquoi pas moi, et en dehors de ça, à travers aussi leur motivation.
Ouais. qui m'ont dit ouais non mais man, fais un truc. Donc c'est vraiment lié pour moi. Ok. Pour ma part, il y a pas de, ça va ensemble. Sans eux, il y aurait pas de From the Sky, il y aurait pas de Mitchy Smile, il y aurait pas de tout ça. Toutes les entités que tu as pu Voilà. monter par la suite. Enfin, sans Name vous, dropping, c'est après, parti là. Ah, c'est parti. C'est parti. Ah ouais, non, il n'y a aucun problème. Non, parce que T'as pas capté Michi from on the a- sky. on a affaire là à l'individu le plus à l'aise avec la communication digitale. Hein. Même s'il n'est pas de ce monde à la base. Non, enfin pas la communication digitale parce que c'est global, mais je dirais la communication, le transfert de communication. Ok. Parce que le cadre de la communication digitale, on sait tout ce qui c'est autour de cette table. Quand même. Appelons un chat un chat. Appelons un chat un chat. Il y a les exécutants et les pensants. Voilà, moi je suis un bon exécutant. Ouais. À travers, je pense, la résilience. C'est-à-dire que c'est le fait, justement, en fait, la communication digitale, pour moi, c'est du martelage. C'est du martelage intelligent, mais ça reste quand même du martelage, et c'est ça la base de la com digitale pour moi. La production de contenu, la diffusion de contenu de manière régulière, c'est ce qui fait la différence, à mon avis. Là, tu peux non seulement donner ton avis, mais en plus, on a tous vu, hein, c'est-à-dire que tu as créé ces comptes-là qui sont partis de zéro, et il y a quand même de la performance. Donc pour le coup, on fait toujours attention à ce qu'on dit ici, parce qu'on ne veut pas donner l'impression d'être des gens qui savent tout, qui disent qu'ils savent tout. Mais là, pour le coup, il y a des chiffres à la clé, donc là, tu peux y aller vraiment, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que la mesure évaluative, elle est respectée, quoi. Donc les critères d'évaluation sont bons. Ouais. Bon, bah écoute, si ça part de ça, on a déjà un peu, nous, expliqué individuellement aussi en quoi le Monday Meeting avait pu être formateur. Mais bon, c'est des choses qu'on développera aussi encore par la suite. Mais ouais, écoute, tu viens d'expliquer à quel point c'était important qu'on diffuse ces épisodes pour que... Commence même pas. Là. Commence même pas. Si. La négociation n'est pas terminée. Si ça t'a permis à toi de développer tes identités, ton identité de businessman et de créer des entités, ben en tout cas, c'est quelque chose qui est important. Non, mais c'est intéressant ce qu'il a dit, et ça soulève plusieurs questions. Hein. Amitié et business. Est-ce que le Monday Meeting, finalement, c'est un business, ou est-ce que c'est plusieurs business avec un groupe d'amis qui essaient de mettre en commun leurs idées pour pouvoir faire fructifier ces différents business? Donc, je comprends ce que tu veux dire, Antoine, mais est-ce que ton aventure entrepreneuriale aurait fonctionné si un de tes amis était dans ton business et pas à côté de toi pour avancer sur ce business-là? Avec le recul, moi je dirais, et en toute transparence, je dirais que je suis quand même un des seuls qui a le plus bénéficié d'avoir mes amis dans le business. Ouais, mais aucun n'était associé à toi. Tu vois ce que je veux Félix dire ? était quand même très largement associé à moi sur les événements. Non, en termes de statut, en termes de statut social, en termes de même de la répartition, enfin même il n'était pas associé dans tes statuts il est d'entreprise, pas tu vois. voilà. C'était pas Oui, ton associé. ok. Il s'est associé parce que c'est ton frère et parce que de toute manière c'est comme ça. Mais par contre, au niveau de la boîte, il n'était pas associé dans la boîte, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Chose qui aurait peut-être été vachement plus compliquée d'ailleurs si. Non, justement, je pense que s'il y avait eu l'un de vous. Non mais je te dis Félix, ça aurait été plus compliqué parce que c'est mon associé, donc tu vas me laisser tranquille. Ok. Non mais pour être plus sérieux, je pense que justement, j'ai un peu le même caractère que mon frère. C'est-à-dire que on est vachement plus concentré quand ça implique d'autres personnes que nous. Okay. Ça c'est un peu notre manière je d'être. confirme. Donc je pense que si From the Sky dès le départ ça avait été Chito plus Serge ou Chito plus Félix ou Chito plus Tartampion, je pense que la progression aurait été différente, déjà parce qu'on aurait été deux à apporter des idées, mais aussi moi mon implication, vu que ça aurait impliqué quelqu'un d'autre que moi justement dans les statuts etc, aurait été différente. Alors écoute, là de ce que tu dis, parce que nous on a si tu veux ton cheminement en tête.
Mais aujourd'hui, il y a un thème, parce qu'on a quand même des thèmes sur le podcast. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème, mais justement, de toute façon, on pourra raccrocher n'importe quel thème avec toutes nos expériences, mais aujourd'hui, je voulais qu'on mette en exergue la notion d'adaptabilité dans le business, tu vois. Ouais. Ça prend énormément de forme. En général, on choisit justement des thèmes assez larges sur lesquels c'est facile de rebondir de par nos expériences et puis sur lesquels on peut aussi aller creuser des pistes de qu'est-ce que pourrait être l'adaptabilité. Enfin, le thème en question, là aujourd'hui, c'est celui-ci, mais qu'est-ce qu'il pourrait être, sous quelle forme ça pourrait prendre. Et le thème, il n'est pas anodin, il est parce que tu es là, parce que justement, de par ton expérience, tu as dû faire face à de l'adaptabilité, tu as dû t'adapter à différentes situations et en tête, j'ai celle que tu as exprimée au début, c'est ton départ vers l'étranger, tu vois. Au-delà de ça même, il a cité plusieurs noms de marques, hein, donc ça veut dire déjà qu'il a dû créer plusieurs entités, donc tu vas certainement nous raconter ça, mais ça veut dire que tu as dû t'adapter à un marché. Ouais. Et créer donc des offres, des services, des produits qui vont bien pour les différents marchés que tu as pu identifier. Donc c'est pas forcément des projets que tu avais en tête au départ. Pas du tout, je confirme. Mais justement, je pense que pour le coup, pour adaptabilité, on va peut-être démarrer par toi. Hein, comme ça, je te balance la patate chaude et puis tu te démerdes avec. Hein. Merci. Non, alors moi, ce dont mon expérience personnelle me dira que l'adaptabilité dépend déjà pour moi d'un état d'esprit, d'une caractéristique que tu as en toi ou pas. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été à l'aise à naviguer dans plusieurs univers, avec plusieurs types de personnes et les comprendre assez facilement. Ok. Quand je dis les comprendre, c'est savoir ce qu'ils aiment, savoir ce qu'ils n'aiment pas, savoir comment ils se comportent, savoir ce qui compte pour eux, ce qui compte pas. Et ça c'est déjà quelque chose que j'ai toujours eu, je pense, depuis que je suis petit. Ce qui fait que, comme vous avez pu le voir, par exemple, lors de mon mariage il n'y a pas longtemps, il y a des gens divers et multiples. Ouais. De différents horizons qui, entre eux, ça matche pas forcément, mais avec moi, ça match. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Donc ça, c'est une caractéristique que j'ai depuis tout petit, je pense. Et c'est déjà ça le point de départ. Okay. Après, Sergio, tu parlais des différents business. Hier, justement, je vous ai trouvé Félix et Vincent en train de faire un tableau. Et c'était faire un point sur votre société. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est aussi une question, c'est aussi comment on voit les choses. Je m'explique. J'ai pas capté tout de suite forcément comment fallait communiquer, ce qu'il fallait dire, etc. Même si j'avais des présupposés. Mais en tout cas, j'ai fait, j'ai vu, et c'est des retours que j'ai pu avoir. Et puis aussi au contact de la différente clientèle qu'on a pu se créer, que je me suis adapté aussi. Donc j'ai fait d'abord avec mes présupposés, et ensuite ces présupposés ont été maniés par rapport au retour que j'ai pu avoir en face de moi, quoi. T'as construit ton business, tu t'es adapté au business en mettant d'abord les mains dedans. Voilà, j'avais mon imaginaire de comment il fallait faire, etc. Ouais. J'ai fait, et après, par rapport au retour qu'on avait, par rapport même moi, parce que voilà, moi, par rapport aux différentes choses qu'on fait, c'est essentiellement de la com digitale, on va dire. Mmh. Et du coup, t'as pas ces clients en face de toi. Ouais. Donc ton premier, ton premier curseur pour te rendre compte si c'est pertinent ce que tu dis et comment tu le dis, ça va être les retours que tu vas avoir sur les différentes plateformes sur lesquelles tu communiques. Mmh. Si tu es sur une marque entre guillemets dite haut de gamme et que tu as un gars qui vient et qui te dit ouais, je viens ou quoi, tu te dis que c'est pas forcément, t'as pas tapé, voilà, t'as pas tapé où il fallait. Et donc ça, c'est la première des choses. Et la seconde des choses, c'est une fois que ce client il vient et qu'il entre dans ta boutique, dans ton magasin, dans ta chose, t'échanges avec lui et là tu cernes un peu plus. Donc c'est pas sur une personne, mais c'est sur le volume. Sur le panel. Et plus
petit à petit, tu peaufines. Et puis après, au bout d'un moment, tu déroules parce que tu vois tous les points communs, etc. Tu grossis le trait et tu sais comment il faut faire, quoi. Donc toi, la pratique a été pour toi primordiale. C'est de la pratique, de l'exercice que tu as réussi à comprendre ton business et à le faire fructifier, c'est ça? Ça a été une grande partie, même si j'ai aussi pas mal, je pense que j'ai pas mal fait appel à mes présupposés, ce que je pensais connaître de cette catégorie de personnes à laquelle je m'adressais, etc. Et je me suis pas trop trompé aussi, de base. Donc ça a été vraiment des petits ajustements, des petites choses. Et voilà, quoi. Après, pour en revenir à mon cas à mon cas personnel, sur l'aventure à l'étranger, je me suis adapté, mais on s'est adapté à deux. Donc je pense aussi que c'est complètement différent. Nous, on a eu à rencontrer pas mal de gens qui avaient fait justement l'aventure de quitter la France, les États-Unis, l'Angleterre, etc. seuls. Donc c'est quand même complètement différent dans le sens où tu t'adaptes, mais puis moi c'est ma femme, mais quand tu rentres chez toi, t'es toi entre guillemets, tu vois. Il y a une petite bulle. Il y a une petite bulle qui fait que c'est vous et les autres quelque part. Ouais. Donc quand t'es face aux autres, tu t'adaptes, et quand tu rentres à la maison, bah t'es toi. Tu retrouves ton toit, ton chez toi, ton toit intérieur. Okay. Et puis t'as aussi cette notion de t'es à deux, t'échanges. Je suis avec quelqu'un qui a les yeux très ouverts aussi, donc qui cible aussi très bien, qui comprend très bien les interactions humaines. Ouais. Donc ça a été d'autant plus facilité par le fait d'être en binôme, en fait. Name dropping encore. Big up à Ami Chacha. Ouais. Voilà. Hi. Obligé. Dédicace obligatoire. Voilà, obligatoire. Un grand merci à toi, Ami, pour l'œuvre au complet. Ah, mais c'est intéressant tout ce que je viens d'entendre là. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est une question d'adaptabilité ou de polyvalence? Moi, dans mon cas personnel, je détaillerai un peu plus tard, mais j'ai l'impression que je pars plutôt de la polyvalence comme valeur intrinsèque, et l'adaptabilité, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Name dropping encore, je pense à mon pote Jimmy, que j'ai rencontré en agence et qui m'a appris beaucoup de choses sur la façon d'être. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt quelqu'un qui prépare tout, et quand je parle de polyvalence, je parle aussi de préparation. Donc, j'essaie d'imaginer un peu tout ce qui peut se passer, en bien ou en mal, et j'essaie de parer à toutes les éventualités. Et j'ai découvert quelqu'un qui allait au front, les mains dans les poches, quoi. Au talent. Au talent, comme tu dis. Et du coup, tu regardes ça, au début, tu regardes ça en te disant, non, faut quand même que je prépare la contre-attaque, etc., que je prépare les choses. Et puis, au bout d'un moment, tu commences à y aller un peu comme ça aussi. Toujours avec tes armes, mais avec une corde à ton arc en plus, qui est de dire, voilà, tu sais pas ce qui va se passer, et tu vas trouver la solution quand le problème va se poser, quoi. Donc on développera un peu plus tard, mais en écoutant Antoine, je me suis dit, ouais, dans ce mot-là, est-ce que c'est vraiment quelque chose se passe et tu t'adaptes, ou alors est-ce que c'est quelque chose t'arrive et en fait t'as déjà un certain nombre de cordes à ton arc qui te permettent de gérer la situation. Mais je crois que la définition même de l'intelligence dans le dictionnaire, il y a cette notion d'adaptabilité justement. Ouais, c'est capacité à résoudre un problème nouveau. Voilà, donc c'est totalement ça en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de revenir et de dire, et de soulever une autre question, est-ce que finalement l'adaptabilité ne découle pas du fait que comme tu disais par rapport à Jimmy, c'est que tu fonces en fait. Tu fonces, t'es quelqu'un doté d'intelligence sociale, t'as des connaissances empiriques, etc. Donc forcément tu vas t'adapter. On fait souvent le parallèle aussi avec le fait d'avoir un enfant. Tout le monde a peur du premier enfant quelque part. Et moi c'est quelque chose que je dis toujours, c'est l'homme s'adapte en fait. T'as l'impression à chaque fois que tu vas avoir un bouleversement, mais tu disais ça aussi hier, il n'y a jamais aucun enfant qui a mis des parents sur la paille. Soit t'es déjà sur la paille avant,
Mais c'est pas un enfant qui va te mettre sur la paille. Donc tout ça pour dire, moi je pense que vraiment l'adaptabilité c'est en chacun d'entre nous. C'est pas, il y en a qui ont plus de facilité, mais en fait c'est surtout pour moi le fait de faire face à des nouveaux problèmes et à trouver des solutions. Et ça, je pense que n'importe quelle personne qui a les yeux un peu ouverts peut trouver des solutions, chacun à sa hauteur. Ça va être là le degré peut-être d'adaptabilité où ça va être où on va pouvoir le jauger. Mais la première chose à faire pour s'adapter, c'est de faire, justement, selon moi. Mais là, tu soulèves un truc sur lequel moi, je nuancerais à mort. À mort. Parce que tout le monde peut s'adapter. En fait, l'expérience prouve que non. Je pense qu'intrinsèquement, tout le monde peut. On est en France déjà, tu vois, donc c'est le pays où tu as peut-être là où les gens ont vraiment pas envie de s'adapter, quoi. Dès qu'il y a un petit changement, tu vois, adaptabilité et le truc d'en face, c'est changement. Dès qu'il y a un petit changement en France, tout le monde est dans la rue, quoi. Donc c'est peut-être le pays où les gens n'aiment pas s'adapter, justement. Ils aiment bien le statu quo, le petit confort qui a été acquis, comme ils disent, à la sueur du front et avec le sang versé des révolutionnaires. Et du coup, ça bouge pas, tu vois. Donc je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'effectivement, intrinsèquement, on a tout ça en nous. Mais soit la société, soit le confort, je sais pas ce que c'est exactement. Moi, je pense que c'est ça, c'est cette ça notion. Bouge pas, hein. C'est cette notion de confort lié sécurité, hein, ouais. qui fait que finalement s'adapter, ça représente un challenge pour la majeure partie de la population. Et en fait, tu le vois même dans toute forme de révolution, même technologique ou bien industrielle ou bien intellectuelle, tu vois. Le moment où ça passe du ok, ça c'est un truc qui concerne personne, ou c'est un truc qui sert à rien, puis c'est un truc qui va tous nous éradiquer, jusqu'au moment où c'est bon, bah tout le monde s'en sert parce que c'est la norme. Enfin, tu sens qu'il faut quand même des forces à l'ouvrage. Alors après, je pense que dans l'humanité, l'adaptabilité, c'est simple, c'est clair que c'est intrinsèque à l'homme, sinon on serait tous décédés dans des cavernes il y a bien longtemps, au contact d'ours polaires et autres. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, individuellement, tu vois, si on prend pas l'humanité au global, mais individuellement, il y a quand même, c'est un challenge majeur, quoi, tu vois, de se dire, bah, ce que je crois connaître, ce que je crois savoir, il va falloir que je le challenge, en fait, parce que seul avec ma pensée, j'avancerai pas. Et ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à Jimmy. C'était la question que je voulais te poser, Sergio. C'est en gros, qu'est-ce que cette manière de faire qui est différente de la tienne, mais même qui est aux antipodes, Oui. t'apporter, en fait, toi, dans ton bagage après? Comme je disais, c'est une corde en plus, hein. C'est-à-dire que tu as essayé de mapper un peu tous les problèmes possibles, imaginables que tu peux avoir. Mettons, donner un exemple, on doit faire une réunion, faire une présentation avec le client. Donc tu arrives, tu as essayé de cerner le problème du client, tu t'as imaginé un certain nombre d'hypothèses avec des réponses, et tu arrives et en fait, vous avez tapé à côté, quoi. Et il te sort quelque chose d'autre comme ça en live. Donc oui, il y a l'intelligence qui rentre en jeu, l'expérience qui rentre en jeu pour pouvoir trouver une solution rapidement. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ce truc-là, bah, c'est un peu comme la musculation, c'est un peu comme le sport. Plus tu pratiques, et plus t'es efficace, en fait. Tu vois, donc c'est même pas ton adaptabilité, c'est ta rapidité à t'adapter. Ouais. Elle s'accroît, plus tu le fais, en fait, plus tu te mets dans ces situations-là. Ouais. Donc oui, ça m'a vachement apporté, parce que à force de travailler dans ces conditions-là, après, donc pour continuer avec Jimmy, c'est quelqu'un qui était directeur pédagogique dans une école, et donc qui m'a recruté pour donner des cours dans cette école-là. Et tu te retrouves donc face à des étudiants qui ont besoin de réponses. Tu vois. Ouais. Quand un client a besoin de réponses, tu es assis à ton bureau, tu sais exactement quand tu dois l'appeler, tu as un peu de temps pour travailler.
l'étudiant te pose une question, il faut répondre dans la seconde, quoi. Et là, je peux te dire que ouais, là, t'es obligé de t'adapter, quoi. Ouais. Donc eux en face, il y a un peu ce mythe-là, c'est-à-dire que t'es devant eux, puis il y a, comme on dit, cours magistral, tu vois ce mot-là. Le savoir vertical voilà. qui descend. Voilà, donc il y a ce truc-là où ils te regardent un petit peu comme une personnalité au-dessus, entre guillemets, tu vois. Mais finalement, moi, ce que j'ai appris de ces années-là, c'est que tu te construis, en fait, en enseignant, tu vois. Parce que tu es obligé de te mettre dans des positions qui sont pas confortables du tout, tu vois. Parce qu'il faut la réponse tout de suite, et pas n'importe quelle réponse, la bonne réponse tout de suite. Donc ça apprend beaucoup, et tout ça pour dire quoi, c'est intrinsèque, donc nous on a ce truc-là de s'adapter à toutes les situations, mais plus tu le fais, et plus ça devient quelque chose qui est fort chez toi. Donc je sais pas s'il faut conseiller ça aux gens, mais oui, le changement, c'est important, c'est nécessaire. Donc ceux qui veulent pas changer, les gars, je pense que dans l'histoire, il y a eu plein d'événements comme ça qui ont montré que ceux qui restaient assis, ça se passait très mal pour eux. Ouais. Donc ouais, moi je suis plutôt pour cultiver tout ça, quoi. Félix. Ouais. Bonsoir. Il est là quand même. Hein. Je suis là. Ce soir, on partage le micro avec mon frère, donc Ouais. je me fais plus discret. On a eu un petit souci technique. Ouais. Chose qui arrive. C'est rien de bien méchant. Ouais, bah moi, tout ça, c'est super intéressant déjà d'entendre ce que vous avez à dire sur ce sujet de l'adaptabilité. Putain, c'est vraiment dur à dire. Hein. C'est relou de ouf. Ouais. Ouais, on aurait pu choisir notre C'est thème. relou de ouf. Le fait de s'adapter. Le fait de s'adapter. Podcast illettré, tu vois. Adaptons-nous à ce mot. Adaptabilité. Ouais, carrément. Voilà. Non, mais moi, Tout à l'heure, tu as grondé le mot, Serge. il a grondé le mot, incroyable. Ouais, par rapport à tout ça, donc le mot interdit, comme je disais, ouais, je trouve ça super intéressant tout ce qui se dit là. Par rapport à ce que disait Serge, ah ouais, là, ce soir ça va pas être facile. Hein. Je suis passé chez Soch. Ouais, par rapport à ce que disait Sergio, le truc c'est que nous tous, ceux autour de cette table et même les membres du monde des meetings plus largement, une grosse partie des entrepreneurs que je connais, et je pense qu'on connaît, on a dû faire face à ça. En fait, il n'y a pas un business où tu arrives et tout se passe comme prévu. Ça n'existe pas. Je vais prendre notre cas propre dans la vidéo avec Vincent. Aujourd'hui, on bosse avec des boîtes de taille moyenne ou grosse, grosso modo, pour simplifier le trait. Mais c'était pas du tout le postulat de base il y a 7 ans. Il y a 7 ans, on voulait faire complètement autre chose, travailler avec des artisans, monter des systèmes de publicité collaborative. Et en fait... On était plein de bonnes valeurs. Hein. Plein de bonne volonté. Acheter diff. Et finalement, 7 ans après, on est toujours dans la vidéo, mais on fait carrément autre chose. On voit plus un artisan là. On voit plus un artisan, ça fait longtemps qu'on ne plus un artisan. Malheureusement. Ben, malheureusement, ouais, mais ce que tu dis c'est important parce qu'il n'a pas de micro, il a crié, on voulait fuyer. Mais en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est clairement plus notre cible. On a clairement adapté notre manière de s'adresser, mais surtout à qui on s'adressait. Ouais. CF épisode 1. Ouais. La valeur. La valeur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et je pense que je vais pas raconter l'histoire de chaque personne autour de cette table, mais on est tous passés par des choses où on a changé plusieurs fois notre fusil d'épaule. Et sans ça, en fait, je pense qu'aucun d'entre nous serait encore en mesure de... ou en tout cas aurait changé de voie. On serait plus du tout... on serait pas là où on en est maintenant, déjà, pour commencer. Et on aurait certainement abandonné tout espoir de faire quelque chose. Et c'est la vie qui veut ça, j'ai l'impression. Dans l'entrepreneuriat, tu peux pas passer à côté du fait de t'adapter. On a des exemples dans le monde des meetings de gens qui ont essayé des choses, qui ont dû partir à l'étranger, en dehors de mon frère qui est là, et pour qui ça a mieux marché là-bas, qui ont dû complètement revoir leur copie. Et en fait, je pense que vraiment, il n'y a pas meilleure... définition que celle-ci pour définir un entrepreneur. C'est quelqu'un qui s'adapte et qui fait avec son environnement et qui essaye d'en tirer le plus de choses possible. Alors moi j'ai tout de suite pensé à un exemple pas récent mais en tout cas qui fait partie de mon aventure salariale et entrepreneuriale. Si on fait l'exercice qu'on a fait la dernière fois et qu'on essaie d'aller très 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 loin en arrière, à quel moment est-ce que vous vous rendez compte que vous
vous avez cette faculté-là de vous adapter à des situations différentes ou compliquées. Question galère, débrouillez-vous. Question galère. Voilà. La première fois, Peut-être pas la première fois, mais une des quelque premières. chose qui m'a marqué. En dehors du taf? Dans le taf ou dans la vie? Dans la vie, tu me dis, voilà, tiens, je me suis rendu compte que je pouvais faire du foot et du basket et du volley en même temps. Voilà. Remonte aussi loin que tu peux. Ouais. Et dis-moi, à quel moment tu te rends compte que on te jette un truc que tu ne maîtrises pas et tu flippes pas. Et il n'y a pas de problème. Déjà, je crois que j'ai la réponse moi, me concernant. C'est parti. Je crois que c'est quand je faisais mes études pour entrer en école de commerce et que ça se passe plutôt bien. En fait, ça se passe en 2 étapes. En gros, je vais faire la version très très courte. Il y a une version écrite et une version orale. Donc j'ai les écrits. Pour les écrits, tu es avec les gens avec qui tu as passé 2 ans en classe préparatoire ou à la fac ou peu importe, ou avec des gens qui te ressemblent entre guillemets, c'est-à-dire des étudiants avec qui tu as finalement suivi le même cursus. Donc tu fais les écrits entre guillemets dans ta zone de confort et arrive le moment de se présenter en école où là tu es face à des professionnels, des gens qui ont des grosses carrières derrière eux, qui font ce que tu projettes de faire à des échelles que tu n'as même pas encore imaginées, et tu dois te positionner en face de ces gens-là et te dire faut que je pas les impressionne, parce que je pense pas avoir eu cette prétention-là ou que ce soit la prétention du d'un crédit et que tu assoies ton... Voilà. Mais que tu assoies au moins la posture du fait que tu es légitime pour faire partie de leur monde. Et moi, T'es légitime à ambitionner. Exactement. Ouais. Et moi, ça, c'était un truc que j'appréhendais vraiment, notamment pour la plus grosse école à laquelle j'ai postulé. Et au moment de rentrer dans la salle, en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête exactement, je saurais pas le décrire. Mais je me suis dit, si t'es arrivé là, au final, c'est que t'es aussi bon que tous ceux qui sont autour de toi. Quand tu vois les gens en face de toi, tu penses, et ça, c'est encore, on revient à ce dont on parlait, je crois, il y a quelques épisodes, aux phrases que tes parents t'ont dit. Mon père, il avait un truc, c'est t'as 2 bras, 2 jambes comme telle personne. Comme une star du foot. Et c'est le truc que je me suis répété, en fait, avant de rentrer. Et ça s'était hyper bien passé. Donc, c'est la première fois où je me suis dit, ah ouais, en fait, t'appréhendes quelque chose, t'es dans un milieu dans lequel t'es pas confortable du tout, mais en toi, tu peux trouver la ressource de le faire. Et je pense que ça, c'est finalement, le truc que je dirais, c'est que c'est quand t'es dos au mur, pour la première fois vraiment, que tu sors de ta zone de confort, que t'es plus soit chez papa-maman, soit dans une situation que tu contrôles complètement, et que tu dois te livrer aux gens, que tu peux trouver ce truc-là en toi. Ouais. Moi, du coup, ça n'a pas du tout de lien ni avec mon cursus, ni avec les expériences d'entrepreneuriat, mais c'est la première fois que je déménage. Et donc j'ai 10 ans et je passe en fait d'un contexte à un autre, un contexte social vraiment à un autre qui est vraiment différent. Donc je passe d'un quartier très populaire avec tout ce que ça peut englober comme folklore et comme problématique. Et c'est mon monde en fait à ce moment-là. Donc je ne connais que ça, j'ai que ces codes-là. Et enfin je dis que c'est mon monde, mais pas vraiment, parce que mes parents viennent de ce monde, mais avec d'autres cartes aussi en main. Et donc j'ai déjà un peu cette croisée des mondes à l'intérieur même de cette cité-là. Et mais pour tout mon entourage et autres, on a des codes, on a une façon de parler, on a une façon de jouer qui est la nôtre. Et en fait, j'arrive donc à 10 ans dans une autre école, et là c'est plus du tout le même contexte social, puisque c'est en plein cœur d'une ville bourgeoise, et enfin un endroit de la ville où c'est déjà bien bourgeois, dans une ville assez aisée. Et donc je suis entouré d'enfants qui sont des enfants de cadres sup ou autres, et j'ai du mal en fait au premier jour d'école à trouver mes repères. Et en fait je comprends à la première récréation de 10 heures que je suis plus dans le même monde en fait, et que si je veux faire partie de la vie, il va falloir que je m'adapte. Mais je le matérialise que plus tard, quand je commence à me faire des amis dans ce monde-là et que je vais chez eux. Tu vois ? Quand je vais chez eux et que je vois les relations qu'ils ont avec leurs parents, je me retrouve, en fait, je retrouve un peu ce que moi j'avais dans mon foyer, mais je vois d'autres codes qui sont peut-être plus matériels,
d'autres habitudes qui sont plus matérielles, plus aisées. Et en fait, bah, je m'adapte. C'est-à-dire que mon langage que j'avais au quartier, bah, il devient différent. Ma façon de m'exprimer auprès des familles de mes amis, elle est différente et je finis par m'adapter en fait à ce monde-là. Et puis je m'enrichis de ce monde-là et quand je retourne dans le quartier, je me sens pas non plus déboussolé. Donc finalement, je me rends compte que bah, j'arrive à m'adapter à ces deux mondes et que j'arrive à... Mais c'est important de se dire que c'est sans se dénaturer, c'est plus un apport en fait. Pour comprendre que je suis pas de ce monde, ça se passe en 10-15 minutes. Non, pour comprendre Que je me suis tu as adapté. cette capacité à t'adapter. Franchement, je pense que au bout d'un an, D'accord. ouais, je pense que à mes 11 ans, je captais déjà que je pouvais aller d'un endroit à un autre sans aucun problème et que j'étais à l'aise partout en fait. Parce que en fait, je t'écoutais et moi, je préparais déjà ma réponse, qui allait être une réponse à côté finalement, qui est de dire si je remonte vraiment à l'enfance, c'est justement cet arrachement-là, en fait, plus que de m'adapter, c'est bah, je suis obligé, tu vois. Ouais. Et du coup, pour être un peu plus précis, donc, moi, j'ai pas fait la maternelle, par exemple. Ok. Donc, j'ai fait homeschooling avec ma mère, donc j'arrive directement au CP. Je suis togolais. On est installé en Côte d'Ivoire. Ok. Je déboule au CPE en Côte d'Ivoire. 40 ou 50 gosses. À midi, ils m'ont renvoyé chez moi. Parce que je faisais que crier, pleurer. Je pouvais pas. Et ça, je l'ai gardé jusqu'au CM1 ou au CM2. Chaque rentrée, c'est pour ça que j'y ai pensé récemment, c'est que là, c'est la rentrée scolaire. Chaque rentrée, c'était un déchirement, quoi. Ouais. Donc, pourquoi ? Parce qu'il fallait changer de classe. Nouveau maître, nouveaux camarades de classe. Une galère. Donc, moi, c'est plutôt quelque chose qui m'a construit, plutôt quelque chose que j'ai ressenti comme une faculté intrinsèque qui m'a permis de transcender tout ça. Non, je l'ai pris en pleine gueule, quoi. Donc, c'est pour ça que je t'écoutais avec intérêt. Je me disais, est-ce que tout d'un coup, il prend conscience que bah, il faut qu'il active cette faculté-là. Non, moi, c'est quand j'avais fini toutes les larmes de mon corps que finalement, bah, j'étais obligé d'accepter la situation, quoi. Bah moi, ce qui est marrant, c'est que le fait de m'adapter, mais après, c'est sûr que c'est pas arrivé au même âge. Je pense que dans la petite enfance, c'est un truc vachement plus complexe. Mais le fait de m'adapter m'a justement permis de m'épanouir dans le sens où, quand j'ai appris que je déménageais, c'était ce que tu appelles là la déchirure. C'est-à-dire que tout mon monde, mes repères, en fait, c'est vraiment, en plus, c'est le contexte du quartier, c'est vraiment particulier parce que t'as vraiment le sentiment d'être une seule et même famille. C'est-à-dire que on est constamment dehors, mais dehors à proximité du bâtiment, puisqu'il y a tout à cet endroit-là. Et donc, tu croises toujours les mêmes gens. C'est comme si tu vivais dans une colonie de vacances, en fait. Donc, tu as tout le temps ton monde qui est tout le temps présent. Et ton monde, en fait, il se cantonne pas que à ta famille. C'est vraiment tous les gens autour de toi. Donc, quand on me dit qu'on déménage, c'est pas on change de maison. C'est on te déracine, en fait, de ce monde-là avec tous les tiens. Et en plus de ça, c'est comme si on t'extrait de ta famille. Parce que eux, ils vont continuer à vivre leur vie de famille, là, leur vie de groupe. Mais toi, t'en feras plus partie. Et en fait, ça s'est fait... l'avantage, c'est que ça s'est fait sur l'été. Et donc, tout ce que tu viens de décrire là, c'est quelque chose que tu as à l'esprit à ce moment-là, ou c'est quelque chose que tu... À l'esprit, je pleure, en fait. Ça veut dire que je fais une dernière colonie de vacances avec les gens de mon quartier en juillet. C'est l'été 98, donc on gagne la Coupe du Monde, il y a une petite euphorie à fond. Et puis je rentre de cette colo, on a gagné la Coupe du Monde, je rentre de cette colo, je dis au revoir à mes amis et je sais que je vais pas les revoir, en tout cas je vais pas les revoir demain, ni après-demain, ni quoi que ce soit. Il faudra que je prenne un bus et compagnie. Enfin, à 10 ans, c'est une plus grosse épreuve. Et donc là, c'est vraiment le bad mood total. Je suis chez moi, je suis mal, je suis déraciné, tu vois. Et puis tu découvres un nouvel appart, mais dehors, il y a personne en fait. Il y a personne.
Bon, j'ai eu la chance de croiser une personne à ce moment-là qui est encore dans mon entourage, qu'on appelle Papsec plus familièrement. L'anecdote des pétards. L'anecdote des pétards dont on sera amené à parler puisque ce sera l'un de nos invités puisqu'il est aussi entrepreneur. Il n'a pas le choix. Mais ce mec-là un peu m'a raccroché à mon monde. En fait, c'est un peu comme une bouée de sauvetage. Tu sais, j'étais vraiment, mais l'anecdote elle est un peu ouf. Je suis seul à ma fenêtre, je galère quoi, mais vraiment sec. Et puis ça c'est marrant parce que lui il s'appelle Sec. Et donc il y a donc ce personnage Mamadou qui passe en fait, il passe dans la ruelle d'en face dans laquelle il y avait un petit parc et puis il rentre dans le parc et il jette des pétards, tu vois. Et donc ça m'interpelle et puis il me voit à la fenêtre et il me dit mais qu'est-ce que tu fais, t'habites Donc en fait pour la petite histoire, en fait quand j'ai déménagé, c'est parce que ma mère était professeure des écoles. Et donc, elle a eu le droit à un logement de fonction. Donc, j'habitais dans l'école en question. Et donc, il me dit, ah, t'habites dans une école, mais t'es le fils de la gardienne. Je dis, ah non, je suis pas le fils de la gardienne, respecte-moi. Comment Attention. Et puis, on se met à discuter, en fait, tu vois. Et le fait d'avoir ce personnage-là, bon, qui, lui, n'était pas dans cette école-là, mais peu importe, bah, je me suis dit, ah ouais, bah, ça peut continuer. Et puis après, j'ai passé le mois d'août, en fait, en Royal des Primes. Et puis à la rentrée, en fait, c'est là que je me rends compte que, bah, il va falloir... En fait, ce qui est fou, c'est que j'ai rapidement compris, j'ai un petit frère, qui est de 3 ans, mon cadet. Je me rappelle le premier jour, donc, on est dans des cours qui sont limitrophes, mais on n'est pas ensemble dans la cour de récréation. Et moi, je le brief et je lui dis, s'il y a quelqu'un qui vient te chercher des galères, tu traverses la cour et tu viens me chercher. Comme ça, je le démarre. Et en fait, je m'adresse à lui avec mes anciens codes. Tu vois ? Ouais. Et là où je comprends que je suis plus du tout dans le même monde, je te dis, c'est à cette récréation où en fait, je rentre dans la classe et puis la maîtresse me présente comme le nouvel élève. Donc moi déjà ça, j'avais jamais vécu ça dans mon ancienne école. Il n'y avait pas de nouveaux élèves, c'était tous ceux du quartier, ils étaient là, tu vois. On se connaissait tous et ainsi de suite. Mais moi je suis présenté comme le nouvel élève. Et là elle fait un truc de dingue, l'institutrice. Elle nomme un personnage, un élève, tu vois. Tuteur. Exactement. Ah ouais. Qui s'appelle Pierre Jacquemet. Name dropping de dingue. Tu es encore en contact avec lui? Non, pas du tout. Si un jour il retombe là-dessus. Et donc Pierre Jacquemet, qui a un magnifique petit gilet jacquard, tu vois, un truc de dingue. Hein. Je me dis, mais allez, Ça va bien avec son nom. non, si j'avais ce gilet-là dans le quartier, j'étais cuit, tu vois. Et donc je vois Pierre Jacquemet qui se lève comme ça et dit, oui, c'est moi, truc. Et donc tu seras le tuteur de Vincent, voilà. Vas-y, je vais le chercher sur LinkedIn tout de suite. cherche Pierre Jacquemet. Vous l'avez connu, vous? Il était au collège. Ouais. Ça me dit quelque chose, mais Ouais. j'arrive pas à mettre un Bon, visage. bref. Et donc, on arrive à la récréation de 10h qui sonne. Et là, il y a Pierre Jacquemet qui me dit, eh ben, viens, Vincent, je vais te présenter en gros, l'école, tu vois. Et là, comment il s'adresse à moi, enfin, ce qu'il me propose. Je dis, mais c'est dingue. Et là, je le regarde et je lui dis, montre-moi juste, c'est qui le plus fort de l'école. Parce que dans l'école dans laquelle j'étais, on avait un classement en bagarre, tu vois. Et j'étais 15e en CM1. Avec la forte volonté de gratter une place sur le podium une fois arrivé au CM2. J'avais le champ libre. Et dans ma tête, ça se passait comme ça dans toutes les classes, dans toutes les écoles. Et donc je dis à Pierre Jacquemet, écoute Pierre, dis-moi qui est le plus fort de l'école, tu vois. Et il me dit, mais c'est-à-dire, celui qui se bagarre le mieux. Et il réfléchit 2 secondes et il me dit, ah, ça doit être Jérôme. Et je dis, très bien, présente-moi Jérôme, montre-moi il est où Jérôme. Et donc on descend et il cherche Jérôme. Et puis Jérôme. On découvre Jérôme, name dropping, Jérôme So. Non, c'était lui le plus fort en bagarre. Non mais en fait, Incroyable. Écoute bien l'anecdote comme elle est ouf, c'est que je vais voir Jérôme So et je vais le voir et je lui dis, ouais, apparemment c'est toi le plus fort de l'école. Et il me dit, en foot? Je dis, non, c'est toi le plus fort, le plus fort en bagarre de l'école. Il me dit, ouais, je sais pas. Je dis, écoute, maintenant c'est moi le plus fort. Et il me dit, ok, et il se barre. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, là. Dans quel monde je suis? Et en fait, la seule chose qui m'a raccroché un peu à mon monde, c'était le rap. J'annonce, je crois qu'on a retrouvé Pierre On Jacquemet. a retrouvé Pierre Jacquemet, mon gars. Que fait-il?
Ouais, bah c'est bien lui, hein. C'est bien mon Pierre. Bon, s'il te plaît, Félix, donne-nous des infos et Bon, dis-nous ce qu'il dit. Pierre s'est avéré être un zinzin du cerveau, hein. J'espère qu'il a changé, je sais pas, mais c'était vraiment un fou furieux, un sauf zinzin. qu'il avait d'autres codes que les miens, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est ça de voir aussi La diversité. la diversité, en fait. Et ça, je trouve que c'est là où le fait de s'adapter est plus qu'enrichissant, c'est que à condition qu'elle te dénature pas, mais tu vas incorporer des codes extérieurs ou tu vas incorporer une méthodologie différente et sur laquelle tu vas capitaliser en fait. J'en mets comme digression et parce qu'on s'écarte de l'entrepreneuriat, mais finalement ça permet de donner un peu plus de billes sur qui nous sommes. Et avant de laisser la parole à Antoine, je finis juste sur finalement cette période-là de l'enfance où j'ai voyagé, j'ai eu beaucoup de changements obligatoires et qui du coup, je vais pas m'attribuer le mérite d'avoir eu ce truc-là de manière intrinsèque, c'est-à-dire de m'adapter facilement. C'est plutôt avec le recul que je me suis rendu compte que j'avais été finalement un peu étranger partout et finalement un peu chez moi partout. Et ça a fait de moi finalement une sorte de citoyen du monde où aujourd'hui je suis là, mais peut-être que demain je serai ailleurs et c'est pas une angoisse quoi, finalement. Ouais. Donc ça s'est imprimé en moi, mais un peu par la force quoi, si tu veux. Bah, c'est marrant parce que c'est ce qu'il disait en fait Antoine, dans le sens où ça part de faire en fait. Et faire, mais que ce soit volontaire Faire ou se confronter. ou subir, tu vois. Bien sûr. Parce que je pense que c'est l'exemple qu'on cite quand tu veux te mettre à apprendre une langue en fait. On dit va vivre dans le pays. Va vivre dans le pays parce que de toute façon tu n'auras pas d'autre moyen que de te mettre à parler en fait et à comprendre les gens qui parlent la langue et compagnie parce que tu es obligé. Et quand après, la notion de subir, elle est complexe, mais la notion de se challenger et d'aller au contact d'eux, ça force en effet de sortir de sa zone de confort. Toi, tu as connu justement l'expérience de changer de pays. C'est-à-dire, changer de pays dans le business, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que tu pars pas avec... c'est pas la même chose que, je sais pas, un mec qui est en télétravail aujourd'hui, qui prend 5K... et qui se dit je peux vivre n'importe où dans le monde à partir du moment où j'ai une connexion. Non, toi, tu t'es dit je pars dans un autre pays et c'est là-bas que je vais y installer mon business. C'est-à-dire que il faut une connaissance du marché, il faut une connaissance, il faut des connaissances et du relationnel sur place. Ouais, mais je crois que tu te dis il te faut une connaissance du marché, il te faut tout ça. Si tu te poses ces questions-là. Ouais. Moi, en vérité, je me suis pas posé du tout les questions comme ça. Allez hop. Je me suis posé les questions dans le sens où je me taille et ça s'est arrêté là en fait. Alors, quand tu pars comme ça, c'est parce que tu es obligé de partir ? Non, c'est une volonté de changement, une volonté d'évolution. C'est avec ça que je pars. C'est pas avec l'appréhension de me confronter à un nouveau marché, avec l'appréhension de tout ça. Oui, mais tu vas quand même être confronté à un nouveau marché. Non, mais ce qu'il te dit, c'est qu'ils sont bas les reins. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça en fait. Voilà. C'est totalement ça. C'est pas que je m'en bats les reins, c'est que je l'envisage même pas comme ça en fait. Et je pense que pour répondre à la question de Sergio, moi, il n'y a pas un moment où je me dis, je m'adapte ou j'ai un souvenir, un déclic. Mais je l'expliquerai plutôt par la diversité. Et là, c'est la diversité que je suis confronté et à laquelle on est confronté avec mon frère depuis qu'on est né. Ouais. C'est la diversité familiale. Papa congolais, maman française. Ouais. Un coup, t'es dans la famille congolaise, un coup, t'es dans la famille française. Et tu captes en fait que Il y a deux mondes. il y a deux mondes complètement différents, Ouais. deux façons de penser complètement différentes. Qu'au final, nous, on a grandi dedans, donc on est à l'aise dans les deux. Ouais. Après, avec le recul, tu te rends compte qu'il y a des choses avec lesquelles tu es plus ou moins en adéquation. Donc, tu prends ce que tu as à apprendre et pas tu rejettes, mais tu mets de côté ce que tu veux mettre de côté. Mais et pour en avoir discuté justement plusieurs fois avec mon gars Xavier, je pense que c'est une des forces du métissage aussi. C'est ça. C'est de capter dès le début que dès que tu nais, que chez toi, c'est un mode de fonctionnement.
Mais à l'extérieur, quand la porte elle se ferme, en tout cas, on fait société ensemble, mais chacun a sa manière de vivre, tu vois. Et moi, je me rappelle, c'est des trucs bêtes qu'on dit souvent avec mon frère. Chez nous, en Afrique, on n'appelle pas un oncle par son prénom. Ouais, impossible. Impossible. Chez nous aussi, parce que du coup, je suis les deux. En France, Jacques, passe-moi le sel. Et ça passe crème, tu vois. Tu vas faire ça à ta tantine, ça va pas passer crème du tout. Ouais. Et en fait, c'est ce truc aussi d'avoir cet éveil-là. Donc, c'est pas conscient vraiment, c'est intégré à toi. Dès que t'es petit, tu comprends, tu vois. Et je pense que c'est ce qui a fait, en tout cas pour ma part, ma faculté, en tout cas, à pouvoir naviguer comme ça entre les gens, à toujours être plus ou moins à l'aise et plus ou moins capter justement ce que je disais tout à l'heure, ce à quoi ils aspirent dans le business, ce qu'ils veulent entendre, ce qu'il faut leur dire, et de manière générale, dans la vie en société, comment justement interagir de manière fraternelle avec les gens, sans aller à des confrontations, tu vois. Mais donc, du coup, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu n'arrives pas forcément en te disant je dois m'adapter à quoi que ce soit. Non, je me dis pas ça parce que aussi moi je suis quelqu'un, je suis beaucoup sorti. Après ça reste qu'anecdotique, mais je suis beaucoup sorti. J'ai beaucoup bourlingué dans la communauté afro-congolaise, ivoirienne dans ma jeunesse. Donc c'est des choses en fait, et c'est des codes que j'avais plus ou moins. C'est encore une fois les présupposés. Je partais déjà avec un bagage que j'ai dû adapter, mais je partais pas. C'est pas comme si demain je vais vivre chez les Indiens, tu vois, ou demain je vais vivre en Chine. Au Laos ou. Voilà, c'était un théo en tout cas que je pensais maîtriser. Donc j'ai pas du tout envisagé le départ comme moi, comme t'as dit tout à l'heure, nouveau marché, nouveau truc, etc. C'était plus. Oui, en fait, t'avais déjà des éléments de réponse aux questions qui étaient supposées arriver, et du coup, elles sont pas arrivées en fait. Alors encore qu'il fallu que je me pose ces questions. Justement, elles sont peut-être pas arrivées parce que t'avais déjà plein d'éléments de réponse en toi. C'est ça. Et que... Ou parce qu'il y a un degré d'insouciance par rapport à ce type de problématique aussi. C'est j'y vais. Et puis on verra bien. Ok, alors vas-y, ça me pousse à te poser la question. Est-ce que cette insouciance, in fine, elle a été un handicap à un moment ou un autre de ton aventure? Alors je te dirais non. Et je te dirais non parce que je suis avec un binôme et cette insouciance qui peut être handicapante, elle a été palliée par justement le côté préparation, le côté anticipation de mon binôme. D'accord. Donc tu vois, en fait, il aurait pas fallu deux insouciants. En fait, il aurait pas fallu deux insouciants et il aurait pas fallu que je parte tout seul. Bon, ça c'est le meilleur tips de la journée. Hein. Si vous êtes insouciant, c'est une force. Après, c'est un peu au gré aussi de comment tu fais les choses, etc. Mais dans mon cas à moi, dans ce que j'ai eu à vivre dans l'aventure ivoirienne, je peux pas dissocier mon aventure ivoirienne d'amis, c'est impossible et ce serait malhonnête de ma part. Mais peut-être que pour un autre, il n'aurait pas eu besoin de préparation, ça serait tout aussi bien passé. Mais dans notre cas à nous, ce côté justement insouciance, j'ai été insouciant dans cette optique-là de se poser des questions et tout. Mais je pense qu'Ami, justement, s'était posé les questions pour nous et avait trouvé les réponses pour nous. Non, mais c'est super intéressant ce qu'il dit. Et là, donc, il fait l'éloge d'Ami et c'est bien normal. Mais dans ce type de binôme-là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'un et l'autre se nourrissent de la différence, quoi. C'est-à-dire que je pense que au bout de 3 ans à Abidjan avec Antoine, Ami doit avoir un peu plus de souplesse sur son côté très carré, préparation. Et je pense qu'elle va avoir tendance à pouvoir se jeter dans des choses, dans l'inconnu un peu plus facilement. Ce que moi j'ai appris aux côtés de Jimmy. Hein. Et en général, ça fait des binômes. On était inarrêtables, quoi. T'arrives, en fait, il y en a un qui a tout quadrillé. Et si ça déborde, t'as un ovni à côté qui va rattraper ça de toute façon. Imparable. Donc tu sais que tu y vas. C'est cool, quoi. Et donc, échec et mat. L'un va essayer de dire, tiens, je vais essayer de me préparer un peu plus. Et l'autre va dire, tiens, je vais essayer d'attendre d'abord le problème et voir comment je le résous, quoi. Et ouais, je suis persuadé qu'aujourd'hui, même pas, je sais, dans la façon dont je vois Antoine travailler aujourd'hui, qu'il y a une structure
qui est pas intrinsèque du tout, Non, mais Ouais. c'est clair. qui est Il y a- acquise et pas innée. Et je pense qu'Ami aussi doit se détendre sur certains sujets Ouais, non, mais c'est ça. parce qu'elle C'est sait ça. que voilà, Et, quand tu y et vas, ça marche. du coup, tu t'es quand même adapté. Alors là, pas du coup forcément au marché ivoirien ou quoi que ce soit, mais tu t'es adapté à ton partenaire en fait, à ton associé. Ouais, complètement. On s'est adapté mutuellement, je pense. Ouais. Et plus que s'adapter, enfin, oui, s'adapter, c'est sûr, mais au-delà de ça, c'est. On sait les forces et les faiblesses de chacun. Donc, moi, je vais pas me transformer. Autant capitaliser sur ses forces. Elle ne va pas se transformer. Autant capitaliser sur les miennes. Entièrement d'accord. Ouais. Et puis, c'est comme ça qu'on avance, je pense. Mais ça se fait pas, tu vois, ça se fait de manière naturelle, je pense. Mm. C'est même pas quelque chose sur lesquels on. Tu vois, quand on fait quelque chose, on n'a pas besoin de s'asseoir et de se dire, bon, bah, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Et puis personne n'essaye de convaincre l'autre que c'est. Non, on se sait de toute façon. Mm. Tu vois, au bout d'un moment, on se sait. Déjà, on se sait soi-même. Et Je pense que c'est la base. C'est la base. Ouais. On se sait soi-même. C'est la base. Donc, ouais. Donc, pour en revenir, ouais, donc, à ce que tu disais, moi, donc là, c'est un gros retour en arrière. Je pense que c'est le métissage. Et du coup, dès le départ, la conscience de la diversité qui fait qu'en fait, tu te rends compte que tu t'adaptes dès la naissance. Et donc, c'est quelque chose que tu as en toi dès le départ, tu vois. Je sais pas ce qu'en pense mon frère, si ça a pu jouer aussi sur si ça a pu jouer sur ta faculté à t'adapter, à savoir que les choses ne sont pas forcément écrites de marbre de la même façon partout. Ouais, certainement. Hein. Certainement, c'est maintenant que t'en parles que j'y pense. Excusez-moi, les gars. Mais ouais, ça laisse réfléchir. Mais carrément, parce qu'en fait, comme tu l'as si bien dit, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais de fait, on a été confrontés, et en plus, on a les cultures françaises et congolaises sont quand même assez, voire diamétralement opposées. Donc en fait, t'es d'office jeté dans un truc où t'as le yin et le yang. Voilà. Et c'est même marrant quand c'est arrivé que de rares fois, mais quand les gens sont amenés nos deux familles sont amenées à se rencontrer, ça donne souvent des scènes assez cocasses, à dire ça comme ça. Et quand t'es au milieu, force est de constater que tu captes un peu des deux côtés, quoi. Ouais, c'est marrant parce que du coup vous êtes jumeaux, on Ouais. peut le dire, et vous avez quand même face à cette situation, moi qui vous connais depuis 25 ans maintenant, putain, j'ai 34 ans, hein, au cas où les gens se disent, On s'est connus c'était tout petits. mais vous avez eu deux, C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le même âge encore. ouais, Donc, pendant ça, un mois, ça sera plus sera vrai. fini. Mais vous avez eu, du coup, en vous connaissant, vous êtes adapté à cette situation de deux manières différentes. Parce que toi, t'as eu cette notion de connaître plusieurs univers. Mhm. Et je pense, en tout cas je trouve, essayer de les mêler. Quand toi, t'as connu tous ces univers-là et arrivé à nourrir des relations dans chaque univers, mais sans la volonté forcément que ces univers se rencontrent. Et ce que tu viens de dire là par rapport au fait que quand les deux cultures se rencontrent, des fois ça donne des scènes assez cocasses. Il y a... Bah voilà, c'est marrant. C'est marrant, non, c'est Mais vrai. du coup, vous êtes adaptés tous les deux en partant du même point, en fait, finalement. Vous avez eu une manière de faire ou d'anticiper les réactions des uns ou des autres qui est assez différente et vous adaptez différemment. Ouais, C'est marrant. ouais, Carrément. complètement. Et au-delà de ça, on a eu une approche différente aussi sur nos origines, je pense. C'est-à-dire que moi, c'est pas que j'ai cherché, tu vois, à comprendre, à voir. Quand mon ref, il était beaucoup plus... Je parle avec la partie congolaise, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus distant. Il en avait plus ou moins pas rien à foutre, je dirais pas ça, mais en tout cas, il cherchait pas... Lui, ça lui convenait comme ça, papa, maman. Mais moi, j'avais besoin de voir ce côté... ce qui fait que tu disais, quand j'étais plus jeune, moi, j'étais dans les maquis de Paris, Le mot est lâché. avec Le mot est lâché. avec les muscadors et les bouteilles et les verres en plastique, tous les bails. Et je pense que mon ref, il est à milieu de se dire
Où est-ce que j'ai pu traîner mes guêtres Il serait surpris. Mais et c'est pour ça aussi que... C'est pour ça aussi que voilà, l'aventure ivoirienne, c'était pas... Je partais pas de zéro, tu Tu vois. partais pas en terrain inconnu. Non, je partais pas de zéro. Il y a une notion, dans l'adaptabilité et dans le fait de s'adapter, qui est la notion de résilience. La notion de résilience, elle est propre aussi à l'homme. La notion de résilience, c'est marrant parce que ce mot-là, je l'ai découvert avec toi, Serge, sur une série que tu avais faite. Et je crois que c'était autour du cancer du sein. Oui, je vois très bien. Oui. Et donc, tu avais fait des photos qui étaient grandioses. Vous pouvez les retrouver sur le site Serge Ponton et sur le Insta Serge Ponton, KPONTON, name dropping. C'est chelou de ouf parce que depuis épisode 3 là, c'est un exercice particulier parce que là, je ne fais que parler. Ouais. Et en fait, en général, je parle pas, je passe par les images. Ouais, de ouf. Donc, ouais, marrant. Ouais. Mais c'est bien parce que du coup, on fait le tour. Mais c'est vrai que ce mot résilience, en fait, donc c'est un mot que j'ai croisé déjà depuis longtemps. Mais là où j'ai réussi à... En fait, maintenant, quand je parle de résilience, j'ai ton image en tête. Donc, c'est le sein d'une femme qui est pressé, mais quasi déformé comme une torture, pressée par elle-même, par ses doigts. Et en fait, en dessous, tu as mis la définition de la résilience. Donc, la capacité pour un corps à revenir à son état naturel, en gros. Tu vois ? Donc ça, c'est cette image et cette définition est marquée en moi. Et puis ensuite, j'ai eu des discussions, finalement, avec des personnes qui m'ont parlé d'un philosophe qui a travaillé autour de ce concept de résilience chez les enfants soldats. Donc, en Sierra Leone et compagnie. Donc là, on est dans des cas de résilience extrême. Et de voir à quel point justement l'être humain, il arrive à revenir à une forme, même pour ceux qui ont été le plus déshumanisés possible, à une forme d'humanité et à une forme de contexte un peu commun. Et à leur nature première, celle qu'ils devaient avoir. Quand bien même ils passent par des scénarios aussi noirs que puisse être celui d'un enfant soldat. Et ce concept de résilience, après... Moi, je l'ai matérialisé par les épreuves que chacun traverse, mais donc moi, mes épreuves à moi. Et dans le travail, finalement, dans le business, on va dire, j'ai essayé de comprendre comment je pouvais, avec le recul, me dire telle chose m'a rendu plus fort, telle chose m'a vraiment affecté et telle chose m'a rendu plus fort très rapidement. Et c'est là que j'ai rencontré un concept qui a été développé par Nassim Nicolas Taleb, qui était le concept de fragile, antifragile et solide. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept. Absolument pas. En gros, il y a 3 types de corps, 3 types de personnes. Il y a les personnes fragiles, donc ou un corps fragile, ça peut être un verre. Donc le fragile donc va se casser face à un choc. Le solide va résister et l'antifragile va se déformer et revenir à l'état. Va se servir du choc pour devenir plus fort, pour être consolidé. Tu vois. C'est la tenue de Black Panther, ça. C'est la tenue de Black Panther, voilà. Ouais. Dès que tu as un choc, il emmagasine l'énergie. Il emmagasine l'énergie, exactement. Et j'essayais un peu comme ça, d'identifier ou bien de me dire quelle posture tu dois avoir. En fait, j'essayais d'identifier ce que j'avais pu rencontrer pour me dire, sur les chocs à venir, quelle posture tu dois avoir. Donc, je continuais un petit peu mon exercice de pensée. Et là, récemment, donc Félix m'a envoyé un bouquin magnifique à lire. Les secrets d'un esprit millionnaire. Alors, c'est un bouquin, pour ma part, je vais m'exprimer vraiment pour ma part, c'est un bouquin qui éclaircit pas mal sur certaines choses sur lesquelles j'avais déjà mis le doigt dessus, et je pense que nous tous aussi autour de cette table, il y a pas mal de côtés dans la forme qui peuvent être un peu trop commercial, et c'est un peu dommage. Par contre, sur le fond, il y a quand même des fondamentaux qui sont vachement intéressants. Donc, comme un peu tout, j'ai pris ce que j'avais à prendre et puis je le garde bien en tête. Et donc en lisant, il y avait
cette notion qui pour moi a été importante, vous me direz ce que vous en pensez, mais si tu as affaire à un problème que tu peux pas résoudre, c'est que tu es trop petit. Le seul concept que je retiens de ce truc-là, comme toi, hein, j'ai parcouru ça et j'en ai parlé à Félix. Pour moi, c'est pas de la redite, mais en tout cas, j'estime qu'on a déjà passé plus de stades. Non, je pense que ça peut servir à beaucoup de monde, mais en ce qui nous concerne, on a déjà mis des choses en place de manière intrinsèque. Tu vois, par exemple, dedans, il parle de ce concept d'esprit maître, que nous, on va appeler intelligence collective et que nous, on va appeler Monday Meeting, en fait, où on se pose et puis on essaie de justement résoudre des problèmes. Tu parlais de ton business, toi, au début, Antoine. Le fait de le soumettre à différents points de vue de différentes personnes avec différentes spécialités, d'un coup, tu te retrouves avec un truc qui est résolu, alors que pour toi, ça pouvait paraître être complètement impossible à résoudre. Donc, je comprends ce que tu dis, Vincent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Après, c'est pas pour se la raconter, mais il y a pas mal d'étapes qu'on avait déjà franchies. Ouais, clairement. Et je reviens juste sur ce que tu disais par rapport à la résilience, et c'est important que, en tout cas, ça m'a fait plaisir que tu reviennes sur cette série et cette photo en particulier. Je trouve que depuis quelques années, c'est un mot qui est mis un peu à toutes les sauces, quoi. Et en gros, c'est j'ai résisté aux embouteillages ce matin, je suis résilient, quoi. Non, c'est pas ça. On parle de choses sérieuses, là, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai même du mal à en parler côté business, finalement. Parce que, on peut parler d'adaptabilité, mais est-ce qu'on peut parler vraiment de résilience dans un contexte business? Est-ce que, finalement, dans ton business, ta vie est mise en danger? Est-ce que c'est des épreuves? C'est pas facile quand tu es entrepreneur, parce que ton business, c'est ta vie. Tout est un peu entremêlé, tu vois. Mais j'ai du mal avec cette utilisation du mot à toutes les sauces, là. Là où je pense qu'il prend son sens, c'est comme tu dis, l'entrepreneur est lié à l'humain que tu es. En gros, ta société dépend de l'humain que tu es, en fait, en tant que chef d'entreprise. Et du coup, forcément, c'est plus une question de est-ce que la boîte, elle est résiliente. Ça, c'est des notions qu'on peut voir dans le commerce. Face à un marché qui tombe, est-ce que l'entreprise est résiliente? Mais là, dans le cadre du chef d'entreprise, c'est justement sa capacité à peut-être absorber aussi ce qui se passe dans sa vie perso et continuer ou bien se renforcer, justement, prendre des décisions qui vont être autres dans son business. Dans ce sens-là, oui, effectivement. C'est-à-dire que si tu es entrepreneur, donc est-ce qu'il faut faire la distinction entre solo ou chef d'entreprise avec des salariés? Je vais pas rentrer dans ce détail-là, mais toujours est-il que si c'est toi le porteur du projet ou du concept, si t'es pas là, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de concept. Donc forcément, tout ce qui t'arrive, même dans ta vie perso, a un impact finalement sur ton business. Même si tu as des capacités à séparer tout ça, ça joue toujours. Voilà. Donc là, oui, je pense que autant, il y a une chose qui est permanente, c'est le changement. Il faut apprendre à changer, et il faut aussi, de la même façon, apprendre à encaisser les coups et continuer à avancer. Parce que, encore une fois, si tu t'arrêtes, pour le coup, ton business s'arrête. Donc, c'est même pas, je veux pas dire que c'est une qualité ou c'est indispensable. Et il va t'arriver des choses que t'as pas prévues. Donc le concept de signe noir, on en parlait rapidement tout à l'heure par WhatsApp, mais ce concept justement un événement catastrophe, ou en tout cas très négatif, totalement imprévu. Donc on peut citer le Covid ou le crash de l'immobilier en 2008, ou ou ça peut être une guerre qui éclate, ou ce genre de choses, des choses qui n'étaient pas forcément prévues, qui éclatent, et comment justement tu vas t'adapter à ce signe noir, quoi. Et c'est là que survient justement souvent ce concept de fragile, solide, antifragile, quoi.
Et du coup, tu parlais de ta réflexion à toi et savoir comment tu réagirais aujourd'hui. Est-ce que finalement, je sais pas pour vous les autres, mais mon moi d'il y a une dizaine d'années allait essayer justement de tout prévoir et d'avoir la réponse à ça. Et puis, le Covid, par exemple, en tout cas en matière de business, je l'ai très bien vécu parce que c'était une opportunité de même si je m'arrêtais, de continuer à grandir, d'apprendre des choses, de me former. Et du coup, signe noir, bon, je me rends compte que 2 ans plus tard, il y a beaucoup de gens qui justement surutilisent le mot résilience, etc. Ouais. Mais ça a obligé les gens à changer. Parce que on les a obligés à rester chez eux déjà. Puis ils se sont posé des questions qu'ils n'avaient pas l'habitude de se poser, ou ils avaient en tout cas l'occasion de se voiler la face par rapport à ça. Donc ils ont été obligés d'apporter certaines réponses dans leur vie. Donc ça a donné des vagues de départ, des démissions, de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, etc. De divorce. Ouais, voilà. Donc le changement obligé, entre guillemets. Mais ouais, je suis content que tu me poses justement cette question. Parce que tout à l'heure, quand j'énumérais un peu quand j'énonçais un peu toute cette démarche-là, justement, je suis pas arrivé sur mon point final parce que quand je fais un peu justement cette rétrospective, j'arrive très bien à me resituer dans le contexte de l'époque et à me dire j'ai vu comment j'ai réagi, ou j'ai vu comment j'imaginais réagir à telle période de ma vie, et je vois aujourd'hui comment, face à un même problème qui serait susceptible d'arriver, je réagirais. Et c'est là où je suis content de me dire que ces épreuves-là, comment je les ai traversées, qu'elles soient personnelles ou bien dans le business, je vois à quel point elles m'ont fait grandir en fait. Et à quel point j'ai pu capitaliser pour en arriver aujourd'hui avec le mindset, ou en tout cas l'expérience qui m'assure que face à un problème donné, je sais quel type de réaction je pourrais avoir, et surtout à quel point elle ne me déformerait pas vraiment, en tout cas, tu vois, profondément. Et c'est un truc que je trouve rassurant dans le fait de s'adapter, c'est que à chaque fois que tu t'adaptes, c'est comme si tu passais un checkpoint où tu capitalises en fait. Tu te dis, ça je l'ai surmonté, ça je suis passé par là, et en fait c'est une sorte de prise de confiance, mais sans retour en arrière. Sans retour en arrière, exactement. C'est-à-dire que ça c'est acquis, c'est validé, ça peut revenir tous les jours. C'est validé. Faut mieux pas que ça revienne tous les jours. Non, mais il y a des merdes. Non, mais j'ai pas toutes les merdes en tête, mais je veux dire, il y a des choses où tu es conscient que ça là, soit ça peut plus se reproduire, en tout cas plus de telle manière, parce que je sais que je l'ai surmonté de telle manière, c'est acquis. Tu vois, c'est comme le gosse qui tombe, puis un jour il marche. Ça réarrivera qu'une fois tu tombes, mais ça va pas être ta constance, ça va pas être le lot de galère de 3-4 heures par jour où tu passes le cul par terre. Non, mais c'est comme l'étoile de champion du monde ou de vainqueur de la Ligue des Champions. Tu l'as, tu peux en avoir d'autres, mais une fois que c'est là, c'est sur le maillot. C'est sur le maillot, quoi. C'est terminé. Et pour rester dans cette anecdote footballistique, c'est aussi pour ça, tu vois, quand on parle souvent du Real Madrid, il y a cette accoutumance à se mettre dans ces situations-là. Et je parlais de l'adaptabilité, c'est comme un organe que tu travailles en fait. Et plus tu vas travailler ça, plus tu vas jouer de quart de finale, de demi-finale, de finale, plus quand ça va arriver, tu n'auras pas les chocottes, commence à avoir les genoux qui se touchent là parce que tu n'as pas l'habitude. Donc c'est à la fois donc, de l'intrinsèque, une capacité que tu développes, des étoiles que tu rajoutes à ton maillot, et tout ça fait que oui, tu es peut-être plus près que les autres, mais bon, la vie réserve toujours des petites surprises, hein, donc clairement. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai du mal à jouer avec le mot résilience, avec des trucs qui n'en valent pas la peine. C'est que là, il peut pas être galvaudé comme voilà, terme. Quand tu ne sais que tu es résilient
que quand il t'est arrivé des vraies galères, quoi. Et je parle pas de mon patron m'a mal parlé ce matin, ou voilà. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable pour devenir au-delà d'un businessman qui a du succès, un homme ou une femme complète, tu vois. Ouais. Et franchement, pour ceux qui en ont vraiment, encore une fois, je parle pas des petits sujets, ça les sépare du reste, parce que ça leur donne un peu plus de lucidité pour affronter des choses, même si justement ils ont eu des vraies galères dans leur vie, quoi. Donc je souhaite à tout un chacun d'en avoir un minimum, mais sans avoir expérimenté voilà. La vraie résilience. Exactement. Mais si finalement c'est ça qui fait la différence entre les très grands et les grands, peut-être juste. C'est c'est pour ça que je te parle d'étoiles sur le maillot, etc. Donc il faut les emmagasiner, mais il faut aussi avoir perdu des quarts de finale, des demi-finales. Plus tu es confronté à ça, plus tu vas savoir que, t'aimes pas perdre. 2, tu te rends compte dans quelles conditions, situations et état d'esprit tu perds. Et tu t'arranges pour gommer tout ça. Et quand tu te retrouves mené à la 90e minute, tu sais, parce que tu l'as déjà fait, que tu peux encore gagner, quoi. Voilà. Donc après on dit ouais, c'est miraculeux, etc. Non, c'est pas miraculeux. Non, c'est dans le narratif. C'est des gens qui ont inscrit ça. Ça allait le chercher, ouais. Ils ont inscrit ça dans leur gène en forçant ce truc-là. Donc c'est pour ça que quand tu racontais tout à l'heure l'anecdote sur ton enfance, moi je dis oui, c'est pas quelque chose, je peux pas dire ah non, j'avais cette faculté-là, du coup je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'étais à l'aise, et puis je suis rentré à Lomé, j'étais à l'aise. Non, j'ai subi tout ça de plein fouet. Mais par contre, c'est une étoile sur mon maillot. J'ai su traverser ça. C'est acquis. C'est acquis. Donc tu m'envoies au Venezuela demain. J'ai pas de crainte particulière. Tu vois, je suis installé là, on est à Antony en train de discuter. Je suis togolais, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. En France, j'ai vécu à Toulouse, à Paris. J'ai fait différentes choses comme études. J'ai été dans plein de boîtes différentes. Donc en termes d'activité, de connaissances, d'études, de personnes rencontrées, de pays dans lesquels j'ai voyagé, finalement tu te charges de plein de choses. Et comme je disais, ça développe ta capacité à t'adapter à des situations, quoi. Voilà. Yes. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose ? Moi, il y a un truc quand même, je sais pas si ça fera l'objet d'une discussion dans cet épisode, ou peut-être qu'il faudra qu'on en discute dans un autre, mais Antoine a commencé par ça, l'amitié dans le business. Et en fait, on est 4 autour de cette table-là, il se trouve qu'il y en a 2 qui sont en business ensemble, et il faut qu'on discute de ça. Donc je pense que on va parler de ça dans un autre épisode, pour ceux qui voilà. Carrément. Mais bon, de toute façon, on ne sait pas si ça sera diffusé, donc on s'en fout. Il ne sera pas diffusé la semaine prochaine, mais la semaine d'après, Inch'Allah. Donc voilà. Chito, Chito, c'est son petit surnom. Hein. Ouais. Moi, déjà, c'était vous remercier tous les 3 de m'avoir tendu le micro, déjà. Merci de l'avoir reçu. Et toujours dans mon caractère à pas trop me poser de questions, j'avais du mal à cerner quand je vous entendais parler micro coupé, surtout toi, Vincent et Brahim. Enfin, pas forcément micro coupé, mais dans 1 et 1 Foncast. Souvent, je vous entendais dire, c'est aussi cette forme-là d'expression. Donc le podcast, ou au-delà du podcast, moi je verrais plutôt la chose comme se réunir autour d'une table, quelques boissons et discuter de sujets divers. Le côté ça fait du bien. Et là, franchement, ça fait du bien. Je confirme. Merci. Ça fait du bien, ça permet de réfléchir autrement que la forme conventionnelle de la discussion qu'on peut avoir comme ça, informelle, quand on se réunit, etc. Je trouve que là, ça prend une autre dimension et ça fait du bien. Donc voilà, c'était pour vous dire force
Force, continuez. Force à nous. J'espère que ça vous fait du bien. Continuons. Moi, continuons. Sauf que moi, je suis un peu loin, donc je serai là que épisodiquement. Tu seras dignement représenté ici. Non, Et, et puis ça fait du bien, on franchement. s'en est parlé récemment, mais on s'est dit, bon, on est quand même tous dans des domaines un peu techniques, tout ça, donc on va quand même trouver un moyen d'enregistrer des gens à l'étranger et puis de faire des podcasts avec un invité qui se trouve à l'autre bout du monde. Clairement. Sinon, c'est la honte. Hein, Sinon, c'est la honte. La honte, Franchement, la honte. Mais comme on dit, des fois, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Voilà. Bon, c'était bien cool cet épisode autour de l'adaptabilité. Et puis, je terminerai. Il y a un proverbe, un dicton japonais qui explique que le monde est en changement et il y a des gens qui sont faits d'argile qui se figent et d'autres qui sont faits d'eau et qui ruissellent. Et ceux qui sont faits d'argile se figent et craquent. Ceux qui ruissellent s'adapteront. Et c'est une philosophie que j'apprécie et c'est une maxime que j'ai gardée en moi. Donc, je la partage. Buvons un verre. Ruisselons. Ruisselons. Les amis, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. N'hésitez pas à en parler à des amis qui sont susceptibles d'être intéressés. N'hésitez pas à envoyer un chèque à... Et puis si jamais vous trouvez qu'on n'a pas abordé le sujet sous tous les angles, n'hésitez pas, hein. On peut envoyer encore. Exactement, commenter. Il y en a sous la semaine. Et puis voilà, laissez-nous des commentaires, ça nous fera toujours plaisir. Passez un excellent moment et puis, comme on dit, on est forcément amené à se revoir. D'ici là, ciao, bye prenez bye. soin de vous.